Le soleil était un bourreau impitoyable. Chaque rayon transperçait la peau comme une lame chauffée à blanc. Le sable brûlant sous leurs bottes déchirées absorbait toute trace d'humanité. Et quelque part, perdu dans l'immensité du désert libyen, un groupe d'hommes comprit qu'ils venaient d'être abandonnés par le monde entier. C'était le 14 juin 1942. La guerre faisait rage en Afrique du Nord et personne ne remarqua leur disparition. Tout avait commencé par une simple erreur de navigation. Le convoi de la 3e compagnie de la Légion étrangère devait traverser le désert libyen pour rejoindre les lignes britanniques à Tobrouk. 3 camions GMC, 47 hommes, des provisions pour 5 jours. Une mission de routine, avait-on dit au capitaine Moreau. Mais le désert n'avait rien de routinier. À midi, le camion de tête tomba en panne. Une surchauffe du moteur, diagnostiqua le sergent-chef Kovacs, un Hongrois taciturne qui avait survécu à 3 campagnes. On répare et on repart dans 2 heures, avait-il annoncé. Les 2 heures se transformèrent en 6. Quand ils redémarrèrent enfin, le soleil déclinait déjà. Le lieutenant Beaumont, responsable de la navigation, vérifia sa boussole. Quelque chose clochait. L'aiguille oscillait étrangement, comme affolée par un champ magnétique invisible. Plus tard, on comprendrait que les gisements de fer souterrain de cette région rendaient les instruments de navigation totalement inutiles. Mais ce jour-là, personne ne le savait. On continue plein nez, ordonna Beaumont, la voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Ils roulèrent dans la mauvaise direction pendant 4 heures avant de s'en apercevoir. Quand la nuit tomba, le convoi s'arrêta pour camper. Les hommes installèrent les tentes avec des gestes mécaniques, épuisés par la chaleur. Le caporal Dubois, un Marseillais qui ne cessait jamais de plaisanter, tenta de remonter le moral. « Regardez le bon côté des choses, les gars. Au moins, on n'a pas les boches sur le dos ici. » Personne ne rit. Le soldat Amadou Diallo, un Sénégalais qui servait dans la Légion depuis 1938, s'assit à l'écart et observa les étoiles. Il avait grandi dans le désert du Sahel. Il connaissait les signes. Le ciel avait cette clarté particulière qui annonçait une période sans vent, sans pluie, sans miséricorde. « Sergent, murmura-t-il à Kovacs, nous sommes perdus, n'est-ce pas ?» Kovacs ne répondit pas immédiatement. Il alluma une cigarette, inspira profondément. « Oui, Diallo, je crois que nous le sommes. » L'aube apporta une révélation terrible. Lors de l'inventaire matinal, on découvrit que 2 des 6 bidons d'eau avaient été percés durant la réparation du camion. Personne n'avait vérifié. Une négligence qui allait coûter cher, très cher. Le capitaine Moreau rassembla les hommes. C'était un officier de carrière, diplômé de Saint-Cyr, habitué à commander. Mais là, face aux 46 regards qui le fixaient, il sentit quelque chose se briser en lui. « Messieurs, commença-t-il, la voix étranglée, notre situation est délicate. Nous avons de l'eau pour 4 jours, peut-être 5 si nous rationnons sévèrement. Les radios ne fonctionnent pas à cause des interférences magnétiques, mais nous allons nous en sortir. » Il ne croyait pas à ses propres paroles. Personne n'y croyait. Le rationnement commença immédiatement. Un demi-litre d'eau par homme et par jour. C'était dérisoire sous une température qui atteignait 48 degrés à l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre. Vers midi, le jeune soldat Renaud, à peine 19 ans, s'effondra. C'était son premier déploiement. Il avait menti sur son âge pour s'engager, rêvant d'aventure et de gloire. Le désert lui enseignait maintenant la réalité de la guerre. Il fait un coup de chaleur, diagnostiqua l'infirmier Leclerc en examinant le jeune homme. Il lui faut de l'eau, beaucoup d'eau. Donnez-lui sa ration quotidienne maintenant, ordonna Moreau. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, sa ration quotidienne ne suffira pas. Il lui faut au moins 2 litres pour... Sa ration, Leclerc. Nous devons tenir tous ensemble. Si nous commençons à faire des exceptions... Le médecin ne termina pas sa phrase. Il savait ce que cela signifiait. Il versa l'eau dans la bouche du jeune Renaud, qui délirait déjà, appelant sa mère entre 2 gémissements. L'après-midi, ils tentèrent de réparer la radio. Le sergent Kowalski, un Polonais qui avait combattu dans l'armée de son pays avant sa chute, était leur spécialiste des communications. Pendant 3 heures, il démonta, examina, remonta l'équipement. Rien. C'est foutu, lâcha-t-il finalement. Les circuits ont surchauffé. Sans pièces de rechange, je ne peux rien faire. Le silence qui suivit était plus lourd que la chaleur. Ils étaient seuls, complètement seuls. Le soldat Renaud mourut à l'aube. Son corps cessa simplement de lutter. Le soleil n'était même pas encore levé que son cœur s'arrêta, vidé de toute force par la déshydratation et la chaleur. Ce fut Diallo qui le découvrit lors de sa ronde. Le jeune homme avait les yeux grands ouverts,
fixant un ciel qui commençait à peine à s'éclaircir. « Il avait 19 ans, murmura Dubois en aidant à envelopper le corps dans une toile de tente. « Il en paraissait 14, ajouta un autre soldat. Ils creusèrent une tombe dans le sable. C'était un travail épuisant sous la chaleur naissante. Chaque pelletée de sable semblait peser une tonne. La sueur coulait, précieuse et gaspillée, dans un sol qui ne donnait rien en retour. Le capitaine Moreau dit quelques mots, des mots convenus, des mots creux. Que pouvait-on dire face à une mort aussi absurde ? Il est mort pour la France, conclut-il. Mais tout le monde savait la vérité. Il était mort pour une erreur de navigation et des bidons percés. Après l'enterrement, Moreau prit une décision. Nous abandonnons les camions. À pied, nous pourrons peut-être trouver une oasis, un village, n'importe quoi. Nous partons vers le nord. Nord ? S'insurgea Kovacs. Capitaine, nous ne savons même pas où nous sommes. Comment pouvez-vous... Nord, sergent, c'est un ordre. Le ton était sans appel, mais tout le monde vit la peur dans les yeux de Moreau. Il n'était plus le capitaine sûr de lui qui les avait menés au combat. Il était un homme terrifié qui prenait des décisions au hasard. Et les hommes le savaient. Ils marchèrent toute la matinée. Chaque pas était une torture. Le sable s'infiltrait dans les bottes, brûlait les pieds, alourdissait chaque mouvement. Les uniformes, conçus pour l'Europe, devenaient des fours portables. Vers midi, 3 hommes s'effondrèrent. On les ranima, on leur donna leur ration d'eau, on les força à se relever. « Laissez-moi » supplia l'un d'eux, un Belge nommé Van der Berg. « Je ne peux plus, laissez-moi ici. » « On ne laisse personne » gronda Kovacs en le hissant sur ses épaules. « Tu m'entends ? Personne !» Mais au fond de lui, le sergent se demandait combien de temps il pourrait tenir cette promesse. Quelque chose d'étrange commença à se produire. Plusieurs hommes juraient avoir vu de l'eau au loin, un lac bleu scintillant sous le soleil. Ils pointèrent du doigt, insistaient, suppliaient qu'on les laisse y aller. « C'est un mirage » expliquait patiemment Diallo. « Le désert joue avec nos yeux, il n'y a pas d'eau là-bas. » Mais la logique n'avait plus de prise sur des cerveaux déshydratés. 2 soldats, malgré les ordres, partirent en courant vers ce qu'ils croyaient être un point d'eau. On les retrouva 1 heure plus tard, à genoux dans le sable, creusant de leurs mains, nus, pleurant devant le néant. « Il était là !» sanglotait l'un d'eux. « Je l'ai vu. Je le jure, je l'ai vu. » Ce soir-là, l'infirmier Leclerc fit son rapport au capitaine. « Nous avons 17 hommes en état critique. 3 autres qui ne passeront probablement pas la nuit, et tout le monde présente des signes de déshydratation sévère. L'eau ? Il nous reste pour 2 jours, peut-être 3 si on réduit encore les rations. » Moreau ferma les yeux. 2 jours. Dans 2 jours, même si par miracle ils trouvèrent de l'aide, la moitié de ces hommes seraient morts. « Et vous, Leclerc, comment allez-vous » Le médecin hésita puis sourit faiblement. « Je mens à mes hommes en leur disant qu'ils vont s'en sortir. Alors je peux bien me mentir à moi-même, non ? » Cette nuit-là, le vent se leva. Au début, ce fut un soulagement, une brise fraîche après la fournaise du jour. Mais en quelques heures, le vent devint tempête, le sable se souleva en nuages épais, aveuglants, suffocants. Les hommes se regroupèrent, formant un cercle dos contre dos. Ils enveloppèrent leurs visages dans des morceaux de tissu, mais le sable trouvait toujours un chemin. Dans les yeux, dans la bouche, dans les poumons. « Restez groupés !» hurlait Kovacs, sa voix à peine audible dans le rugissement du vent. « Personne ne bouge !» Mais quand la tempête se calma, aux premières lueurs de l'aube, 3 hommes manquaient à l'appel. On ne les retrouva jamais. Le moral s'effondra complètement. « On va tous crever ici !» déclara le caporal Dubois, celui qui plaisantait toujours. Mais il n'y avait plus aucune trace d'humour dans sa voix. « Moreau nous a perdus. Il ne sait pas ce qu'il fait. » D'autres opinèrent. Le mécontentement, jusqu'ici contenu, explosa. « On devrait retourner au camion » suggéra un soldat. « Au moins, on avait de l'ombre. »« On devrait partir vers l'est, pas le nord » insista un autre. « On devrait se séparer en petits groupes » proposa un troisième. « Plus de chances que quelqu'un survive. » Kovacs s'interposa. « Écoutez-moi bien, bande de lâches. Je sais que vous avez peur. Moi aussi j'ai peur. Mais si on commence à se diviser, si on commence à désobéir, on est morts. Tous. Vous comprenez ? » « Et on n'est pas déjà morts ?» cracha Dubois. « Regarde autour de toi, sergent. Regarde nos gueules. On est déjà des cadavres qui marchent. » Le silence qui suivit fut terrible, parce que Dubois avait raison. Ils ressemblaient à des cadavres, les lèvres fendues et sanglantes,
les yeux enfoncés dans leurs orbites, la peau brûlée, craquelée comme du vieux cuir. Certains avaient perdu connaissance plusieurs fois, d'autres déliés, appelant des femmes et des enfants qui étaient à des milliers de kilomètres. Le capitaine Moreau les rejoignit. Il avait entendu l'échange. Il savait que son autorité ne tenait plus qu'à un fil. « Messieurs, dit-il doucement, je comprends votre colère. Vous avez le droit d'être en colère. Contre moi, contre cette guerre, contre ce putain de désert. Mais je vous demande encore 24 heures, encore un jour. Si demain nous n'avons rien trouvé, vous pourrez décider. Je ne m'y opposerai pas. » C'était un aveu de faiblesse. Un capitaine ne négocie pas avec ses hommes. Mais Moreau n'était plus vraiment un capitaine. Il était juste un homme terrifié, comme les autres. Ils marchèrent, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, parce que s'arrêter signifiait mourir là, immédiatement. Alors ils marchèrent, un pied devant l'autre, dans une transe hypnotique. Le soldat Van der Berg s'effondra vers midi. « Relevez-le » ordonna Moreau, mais personne ne bougea. « J'ai dit relevez-le » ?»« Non, capitaine, » répondit calmement Kovacs. « Il est fini. Si on le porte, on perd 2 hommes au lieu d'1, vous le savez. » Moreau regarda Van der Berg, recroquevillé dans le sable, tremblant malgré la chaleur. « Je suis désolé, » murmura le capitaine. Puis il se remit en marche. Derrière lui, un à un, les hommes suivirent. Personne ne se retourna pour voir Van der Berg lever faiblement la main, essayant de les appeler. Sa voix se perdit dans l'immensité. L'aube du 6e jour apporta un espoir cruel. Diallo, qui marchait en éclaireur, aperçut quelque chose au loin. Pas un mirage cette fois. Quelque chose de réel, des rochers. Et où il y a des rochers, il peut y avoir de l'eau. « Là-bas !» cria-t-il. Les hommes trouvèrent une énergie qu'ils ne pensaient plus avoir. Ils coururent, trébuchèrent, rampèrent vers les formations rocheuses. Et ils la trouvèrent. Une mare, petite, sombre, mais de l'eau, de l'eau. « Attendez !» hurla Leclerc. « Ne buvez pas avant que je l'examine !» Mais c'était trop tard. 3 hommes s'étaient déjà jetés à genoux et lapaient le liquide comme des animaux. L'infirmier s'agenouilla, préleva un échantillon, le sentit, le goûta du bout de la langue. Son visage se décomposa. « Saumâtre, » murmura-t-il, « elle est trop salée. Si vous buvez ça, vous allez empirer votre déshydratation. Vos reins vont lâcher. » Les 3 hommes qui avaient déjà bu le regardèrent, horrifiés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Moreau. « On peut la faire bouillir, essayer de réduire la salinité, mais je ne sais pas si ça suffira. » Ils tentèrent quand même. Allumèrent un feu avec les dernières brindilles sèches qu'ils trouvèrent, firent bouillir l'eau encore et encore. Mais Leclerc avait raison, le taux de sel restait trop élevé. « On la boit quand même », décida un soldat, « c'est ça ou rien. » Et ils burent. Au début, ce fut un soulagement. La sensation de liquide dans la gorge, même âcre et amère, était divine. Mais quelques heures plus tard, les crampes commencèrent, les vomissements. Les hommes se tordèrent de douleur. Les 3 qui avaient bu en premier furent les plus touchés. L'un d'eux, le soldat Mercier, commença à cracher du sang. Son corps, déjà affaibli, ne pouvait plus compenser. Ses reins étaient en train de lâcher. Il mourut dans la soirée en appelant le nom de sa fille. « Marie » murmurait-il, « ma petite Marie, papa arrive bientôt. » Il n'arriva jamais. Plus d'eau potable, plus d'espoir, plus de raison de continuer. Ce matin-là, Moreau ne donna aucun ordre. Il resta assis, le dos contre un rocher, regardant dans le vide. Kovacs s'assit à côté de lui. « Alors ?» demanda le sergent. « Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ?» Moreau eut un rire sans joie. « Capitaine, j'ai toujours voulu être capitaine. À Saint-Cyr, c'était mon rêve. Commander des hommes, les mener au combat, devenir un héros peut-être. »« Vous êtes un bon officier, capitaine. » »« Non, un bon officier ne perd pas 47 hommes dans le désert à cause d'une putain de boussole défectueuse. » Ils restèrent silencieux un moment. « Combien en avons-nous perdu ?» demanda finalement Moreau. 11 morts, 4 disparus dans la tempête, 3 qui ne passeront pas la nuit. 18, mon Dieu. Vers midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Dubois rassembla les hommes encore capables de marcher. Une vingtaine, pas plus. « Les gars, dit-il, j'ai une proposition. On sait tous qu'on ne va pas s'en sortir, pas tous en tout cas. Alors je propose qu'on fasse un choix. Les plus forts continuent, les plus faibles restent ici. »
C'est de la folie, protesta Leclerc. On ne peut pas... Pourquoi pas, l'interrompit un autre soldat. Il a raison, si on continue tous ensemble, on meurt tous. Si certains partent avec toute l'eau qui reste, ils ont peut-être une chance. Le débat dura 1 heure. Certains refusèrent catégoriquement. D'autres défendirent l'idée avec une logique glaciale. Finalement, ce fut Diallo qui trancha. « Personne ne reste, déclara-t-il fermement. Personne. On avance tous ou on meurt tous. C'est ce qui fait de nous des hommes et pas des animaux. C'est ce qui nous distingue du désert. » Un silence respectueux accueillit ces paroles. « Le Sénégalais a raison, gronda Kovacs. On reste ensemble, jusqu'au bout. » Et personne n'osa contredire. L'aube du 8e jour fut différente. Pas meilleure, juste différente. En se réveillant, Diallo remarqua quelque chose. Le sol avait changé, le sable laissait place à un terrain plus dur, plus rocailleux. Et là, dans un creux entre 2 pierres, quelque chose de vert. Une plante. Maigre, rachitique, mais une plante vivante. Où il y a des plantes, il peut y avoir de l'eau, murmura-t-il. L'espoir, ce poison insidieux, revint s'insinuer dans les cœurs. Ils marchèrent avec une énergie renouvelée. Chaque pas était toujours une torture, mais maintenant, il y avait un but. Trouver la source de cette plante. Trouver l'eau. Vers midi, Kowalski s'arrêta net. « Vous entendez ?» Tout le monde tendit l'oreille, au début, rien. Puis, si faible que cela semblait presque imaginaire, un son, un bêlement. Une chèvre, souffla Leclerc. C'est une putain de chèvre. Et où il y a des chèvres, il y a des hommes. Ils la trouvèrent 1 heure plus tard. Une vieille chèvre maigre attachée près d'un puits asséché. Mais même asséché, ce puits signifiait quelque chose, une présence humaine. Et effectivement, à l'horizon, ils aperçurent de la fumée. « Un campement, Octa Moreau. Mon Dieu, un campement !» Certains hommes pleurèrent, d'autres rirent. D'autres encore s'effondrèrent en simplement, trop épuisés pour réagir. Ils avancèrent vers cette fumée comme des somnambules. C'était un camp bédouin. 3 tentes, une dizaine de personnes, quelques chameaux. Les nomades, d'abord effrayés par ces fantômes en uniforme qui surgissèrent du désert, comprirent rapidement la situation. Ils offrirent de l'eau, pas beaucoup, ils n'en avaient pas beaucoup eux-mêmes, mais suffisamment. Les légionnaires burent lentement, par petites gorgées, comme Leclerc leur ordonnait de le faire. Trop vite, et leurs corps affaiblis ne supporteraient pas. Le chef du clan, un vieil homme au visage buriné, parlait un peu de français. Il expliqua qu'ils étaient à environ 80 km d'un avant-poste britannique. 80 km. Ils avaient marché dans la mauvaise direction pendant 8 jours. Moreau eut envie de rire ou de pleurer, il ne savait plus trop. Les Bédouins acceptèrent de guider les survivants jusqu'au poste britannique. Le voyage prit 2 jours supplémentaires. 2 jours durant lesquels 3 hommes moururent encore, malgré l'eau et les soins. Le 11e jour, ils aperçurent enfin le drapeau britannique flottant au-dessus d'un petit fort en pierre. Sur 47 hommes qui étaient partis, 23 arrivèrent vivants. 24 morts, pour une erreur de navigation. Les autorités militaires classèrent l'incident. Le rapport officiel mentionna une mission de reconnaissance ayant rencontré des difficultés inattendues dues aux conditions climatiques extrêmes. Pas de responsable désigné, pas de blâme officiel. Le capitaine Moreau fut discrètement muté en France. Il ne commanda plus jamais sur le terrain. Certains disent qu'il but lui-même jusqu'à la mort en 1947, rongé par la culpabilité. Le sergent Kovacs survécut à la guerre. Il retourna en Hongrie après la libération, mais dut fuir le régime communiste. Il termina sa vie à Lyon, travaillant comme mécanicien. Il ne parla jamais de ses 11 jours dans le désert. Diallo reçut une médaille pour son courage. Il continua à servir jusqu'en 1945, puis rentra au Sénégal. On dit qu'il ne supportait plus de voir des gens gaspiller de l'eau. Dans les années 1990, un chercheur français retrouva les archives de la 3e compagnie. Il entreprit de reconstituer l'itinéraire exact du groupe perdu. Avec un GPS et une carte moderne, il suivit leurs traces. Il découvrit quelque chose de terrible. Les légionnaires étaient passés à moins de 15 km d'une oasis. Si au lieu d'aller au nord, ils avaient marché vers l'ouest, ils auraient été sauvés en quelques heures. 15 km, 24 vies. Aujourd'hui, si vous vous rendez dans cette partie du désert libyen, vous pouvez encore trouver, enfoui sous le sable, un casque français rouillé, ou une boucle de ceinturon, ou des ossements blanchis par le soleil. Le désert garde ses secrets. Mais parfois, quand le vent souffle d'une certaine manière, les bédouins locaux jurent qu'on peut entendre des voix qui appellent à l'aide,
des voix qui supplient pour de l'eau, les fantômes du désert qui ne trouvent jamais le repos. Les larmes du désert ne coulent pas, elles s'évaporent avant de toucher le sol, emportées par une chaleur qui ne pardonne jamais. 24 hommes la prirent de la pire des façons. Et leurs noms, gravés sur une plaque commémorative à Lyon, rappellent une vérité simple et terrible. Dans le désert, l'erreur la plus minuscule se paie au prix le plus élevé.